Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, le débrief de la semaine. Une semaine qui aura été marquée par une certaine débâcle sur les marchés obligataires, on peut le dire, en lien avec les dernières communications des banques centrales, que ce soit du côté de la BCE désormais, qui a pivoté à son tour en termes de communication en tout cas, ou encore de manière plus immédiate et plus chaude du côté de la Réserve fédérale américaine, avec des prises de position qui entretiennent une forme de confusion sur la stratégie que pourrait mener la Réserve fédérale américaine pour resserrer sa politique monétaire. Le champ des possibles est grand ouvert. On va jusqu'à parler de hausse de 50 points de base, de hausse entre 2 meetings réguliers du FOMC. Bref, le taux 10 ans américain est à 2%, la courbe s'est aplatie et les marchés actions évidemment ont subi à nouveau le contre-coup du marché obligataire. On le voit encore sur la séance du jour avec une baisse de 1% et plus pour le CAC 40 en cette fin de journée. Vous aurez les infos clés dans un instant avec Alix Nguyen au quasi-terme de cette séance européenne. Nous reviendrons également dans cette émission sur l'affaire Orpea. Il y aura sans doute un avant et un après en termes d'engagement ESG de la part des investisseurs. En tout cas, c'est la conviction qui est affichée par Mirova, pure player de la gestion ESG. Le directeur de gestion de Mirova sera avec nous en plateau pour participer à cette émission. Et puis, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, rendez-vous pédagogie chaque vendredi. Ce vendredi, nous retrouverons les équipes de Yomoni avec cet observatoire mensuel des ETF et des dernières tendances en matière d'ETF, que ce soit la collecte ou le lancement de nouveaux produits. C'est Alexis Nac, le directeur de la gestion de Yomoni, qui sera avec nous par téléphone à 17h45. Mais d'abord, tendance, mon ami, les infos clés du jour en cette fin de séance et cette fin de semaine sur les marchés, c'est avec Alix Nguyen. Les places européennes, dont celle de Paris, sont en berne. Le CAC encaisse toujours la nouvelle flambée de l'inflation américaine qui, pour rappel, a atteint 7,5% sur un an en janvier, du jamais vu depuis 1982. Ainsi, l'accélération redoutée de la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis semble dissoudre toute éventuelle source d'optimisme, sans compter les commentaires de James Bullard, le président de la Fed de Saint-Louis. Il s'est montré favorable à une action plus résolue de la Banque centrale, une position qui tranche avec celle de ses collègues Thomas Barking de Richmond ou Mary Daly de San Francisco. Le premier n'est pas convaincu de la nécessité criante d'un relèvement de 50 points de base en mars. La seconde a fait comprendre qu'une hausse de cette ampleur n'est pas sa préférence. Une inquiétude globale donc nourrie par une information parue sur le site de la Banque centrale américaine indiquant qu'une réunion à huis clos de son conseil se tiendra ce lundi 14 février. À New York, la tendance est pour l'heure prudente après les pertes d'hier. Le rebond s'avère plutôt mal engagé. À noter qu'aux États-Unis, la saison des résultats touche à sa fin. Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain à 10 ans oscille juste au-dessous du seuil des 2%. Un seuil franchi à la hausse hier pour la première fois depuis août 2019. Celui du Bund allemand de même échéance se détend. Plus près de nous, dans la presse allemande, Christine Lagarde s'est prononcée quant au risque de procéder à un relèvement de taux d'intérêt trop rapidement, arguant que cela ne permettrait pas d'enrayer la flambée des prix et aurait donc pour seul effet d'affaiblir l'économie. Elle promeut au contraire une modification graduelle de la politique monétaire. En Allemagne, l'inflation a ralenti en janvier. Elle reste cependant 2 fois supérieure à l'objectif de 2% fixé par la Banque centrale européenne pour l'ensemble de la zone euro. Focus sur Worldline, c'est une info du Wall Street Journal. Le fonds Apollo Global Management est sur le point d'acquérir l'activité de terminaux de paiement de Worldline pour un montant proche de 2,3 milliards de dollars. Lundi, outre la réunion exceptionnelle de la Fed, Capgemini et Michelin nous feront part de leurs résultats annuels. Tendance, mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart.
3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Aymeric Didet est avec nous ce soir, le directeur de la gestion de Pergame. Bonsoir Aymeric. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Merci à Alexandre Bardès d'être avec nous également ce soir. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Chef analyste chez IG. Et je le disais en introduction, Hervé Guez, directeur de gestion de Mirova, avec nous également ce soir. Bonsoir Hervé. Bonsoir Hervé. Ravi de vous retrouver. Alors, on ne s'est pas vu depuis le 25 janvier dernier, Hervé, donc je voulais profiter de votre présence ce soir pour revenir quand même sur l'affaire Orpea. Un peu plus de 2 semaines se sont écoulées depuis l'éclatement de la controverse majeure, peut-être historique en termes de blast médiatique, ce que ça a représenté aujourd'hui. Un peu plus de 2 semaines après, je ne suis pas sûr que toute la poussière soit encore bien retombée, mais vous avez communiqué, bien sûr, sur la position de Mirova, actionnaire toujours d'Orpea aujourd'hui. Je voulais quand même que vous nous racontiez un petit peu comment vous avez vécu la controverse, le retour d'expérience que vous en faites et la mécanique de controverse que vous avez pu constater. Et puis, effectivement, qu'est-ce que ça change pour vous ? Puisque je relis encore les propos de Philippe Zawati, le CEO. Pour Mirova, il y aura un avant et un après Orpea. Oui, alors tout à fait. Donc beaucoup de choses là dans ce que tu évoques. Comment on a vécu la controverse ? Comme tout le monde, on a été d'abord extrêmement choqués des différentes annonces. Après, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Il y a des témoignages et un nombre de cas extrêmement important, de paroles qui se libèrent sur des personnes. Après, il y a une deuxième thèse du livre qui est de dire c'est pas simplement des témoignages individuels, c'est un système organisé. Puis après, il y a une troisième thèse qui est de dire par ailleurs, il y a aussi des fraudes. Voilà. Donc, sur la première thèse, est-ce qu'il y a des défaillances ? Ça, à moins d'être totalement aveugle ou hypocrite, se dire qu'on gère des EHPAD, que ce soit dans le public, dans le milieu associatif, dans le milieu privé, sans qu'il y ait des sujets, c'est se voiler la face. Donc, ça, quelque part, on le savait. On ne dit pas que c'est satisfaisant, mais ça fait partie des actions d'engagement qu'on avait régulièrement avec l'entreprise sur le mécanisme de traitement des plaintes, la remontée, comment l'améliorer. Voilà, la question est de savoir, est-ce qu'on est vraiment sur une masse de témoignages qui démontre aussi, qui fait partie prenante de la thèse que c'est un système organisé. Pour l'instant, on verra le résultat des enquêtes. Les informations statistiques sur le nombre de cas qui sont remontés, de plaintes, ne montraient pas, jusqu'à présent, de différences significatives entre les différents acteurs. L'ARS, c'est une information, celle-là qui curieusement a été relativement peu commentée, y compris très récemment. La RS Île-de-France a officiellement dit qu'elle n'avait pas de remontée de plainte ou de non-conformité significativement différente chez Orpea qu'ailleurs. Il n'y avait pas d'anomalie statistique de ce point de vue-là. D'anomalie statistique de ce point de vue-là. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des sujets. C'est-à-dire, quand on investit sur ce secteur-là, encore une fois, à moins de ne pas le savoir, on savait qu'il y avait des différences. Après, est-ce que c'est un système organisé ? Ça, il faut quand même laisser le temps aux enquêtes, et il y en a de multiples. Donc, enquête diligentée par l'entreprise avec audit indépendante et des moyens importants, l'IGAS, les ARS. Donc, il va y avoir des enquêtes dans tous les établissements, des enquêtes au niveau d'Orpea, voilà. Et le dernier pilier, fraude, enquête de l'inspection générale des finances. Donc d'abord, premier sujet, c'est de dire, quand il y a une controverse comme ça qui tombe, bien sûr, ça fait peur, on sait qu'il y a du bruit médiatique, etc. Mais il faut aussi savoir qu'on n'a pas tous les éléments encore pour se prononcer sur les responsabilités des uns et des autres. Voilà. Ça, c'est cette décision de ne pas vendre, est-ce que c'est spécifique à la controverse Orpea ? Parce que justement, vous dites ces thèses ne sont pas encore démontrées et en tant qu'investisseur responsable, on attend le résultat des enquêtes ? Ou est-ce que c'est une position plus générique de ne pas réagir à chaud au moindre... Alors là, c'est plus qu'un soupçon, effectivement, parce que l'emballement médiatique a été très fort tout de suite. Oui. Non, c'est... de façon systématique, la controverse ne doit pas entraîner de vente systématique. Voilà. D'accord. Ça, de toute façon, chez nous, dans nos process d'investissement, quand on est présent dans une valeur, une controverse, ça doit entraîner des due diligence, une analyse complémentaire, une prise de décision. Mais si être investisseur responsable, c'est de dire qu'à chaque fois qu'il y a une controverse éclate sur des entreprises dont on sait qu'elles ont de multiples controverses potentielles, je ne vais pas prendre lister l'ensemble des secteurs, mais pour rester dans le secteur de la santé, qui investit sur des entreprises pharmaceutiques sans savoir qu'il peut y avoir des controverses sur de multiples sujets. Donc, à chaque fois qu'il y a une controverse, on ne se dit pas on va vendre. C'est
dans des investissements cotés en investissement responsable. On investit là où il y a des enjeux. Et là où il y a des enjeux, il y a des risques. Donc ce qu'on doit essayer de faire, c'est s'assurer que ces risques sont correctement traités, mitigés, contrôlés, qu'il y a des réactions de l'entreprise. Donc si le système est organisé, est-ce qu'on a été trompé? Est-ce qu'on s'est trompé? C'est le résultat des enquêtes qui permettra de pleinement mesurer les défaillances, y compris les nôtres. Et bien sûr, nous en tirerons des enseignements dans la relation à l'entreprise, dans la relation avec le management, mais nous avons besoin de ce temps d'analyse. Après, il y avait un deuxième aspect qui était, ayant été actionnaire historique, même si on a été trompé, ce que les enquêtes mettront à jour potentiellement, on verra, même si nous avons eu des erreurs d'analyse, des défaillances, qu'est-ce qu'on doit faire quand on est actionnaire historique d'une entreprise depuis longtemps et que se révèlent des enquêtes de cette nature? Moi, il me semble que le sujet de la dépendance, c'est un sujet très important d'un point de vue social et ça restera dans les années qui viennent. C'est-à-dire qu'on a une pyramide des âges qui est extrêmement défavorable et on va devoir investir beaucoup sur ce sujet de la dépendance. On va investir dans le secteur public, dans le secteur associatif, et on va investir dans le secteur privé. Donc ce sujet-là, il n'est pas substituable. Et les taux de remplissage sont extrêmement importants. Donc nous, on peut vendre en se disant, comme ça on parlera moins de nous, on disparaîtra des radars. Mais ce qui ne va pas disparaître des radars, c'est les salariés. Les enjeux seront toujours là. C'est les personnes qui sont hébergées, c'est l'entreprise. Voilà. Et donc nous, il nous a semblé que notre responsabilité, c'était de dire, face à une situation comme celle-ci, il faut d'abord, qu'on prenne le temps, et deux, qu'on se serve du temps disponible pour engager auprès de l'entreprise pour lui demander des mesures d'action dans la durée. Voilà. C'était ça qui a guidé notre raisonnement. Après, oui, il y a un avant, un après. Alors voilà, est-ce que vous en tirez quand même déjà des enseignements sur la manière de pratiquer l'ESG? Et donc, je lis à nouveau votre CEO, Philippe Zawati. Le scandale Orpea se traduit par un vrai virage pour nous. Jusqu'ici, nous discutions avec les entreprises en privé, sans rendre les engagements publics, car notre stratégie consistait à collaborer de manière constructive avec elles, dans un cadre privé. Désormais, nous allons devenir plus agressifs dans certains cas et exiger plus de transparence. J'ai dit, c'est la fin de l'ESG sympa. Oui, alors sympa, agressif. Non, mais est-ce qu'on va vers un activisme ESG qui dit son nom et qui n'hésite plus à mettre les choses sur la place publique, Hervé? Alors, sur la place publique, il faudra voir qu'est-ce que ça veut dire la place publique. Chaque cas sera un cas différent. Mais en tout cas, il me semble que, effectivement, si une leçon d'ores et déjà doit être prise, c'est que, et peut-être l'avions-nous pas suffisamment intégré, c'est qu'en 10 ans, le moment où on a créé Mirova, la marque, et maintenant, le monde a changé. C'est-à-dire... il y a 10 ans, j'étais un espèce de luberlu, évangéliste, je sais pas, la finance, le développement durable. Je me souviens, c'est vrai. La finance et le développement durable, quel est le rapport y compris chez les entreprises et chez le management des entreprises, l'idée même que les investisseurs intègrent ces questions-là et que les entreprises doivent intégrer des questions environnementales et sociales de façon forte, était pas très répandue. Or, clairement, avec peut-être certains dérives, défauts, aujourd'hui, tout le monde dit qu'il faut faire de l'ISR, de l'ESG, intégrer ces secteurs-là. Donc on se retrouve de fait, du moins en Europe, avec des entreprises européennes qui ont toutes maintenant un discours sur l'ESG. Et ça change la donne, parce qu'avant, vous pouviez vous dire... il y a celles qui sont vraiment loin du sujet, et puis il y a celles quand même qui disent aujourd'hui, finalement, des entreprises européennes qui ignorent les enjeux environnementaux et sociaux, il y en a de moins en moins. Donc en fait, il me semble que chez nous aussi, les moyens doivent se déplacer plutôt que de chercher forcément à discriminer sur certains secteurs ou dans certains secteurs, les discours d'entreprise ne sont pas très différents. Ce sera plutôt de faire de l'engagement pour améliorer les pratiques. Mais de l'engagement qui dit son nom. De l'engagement qui dit son nom. Moi, j'ai pas peur d'utiliser le mot d'activisme. Je sais qu'il est très connoté dans vos métiers. Non, mais si c'est l'activisme, par exemple, pour demander de façon plus régulière que les entreprises qui sont sur des secteurs à enjeux publics forts adoptent le statut d'entreprise à mission, on le fera. Ce que vous avez fait pour Orpea. Ce qu'on a fait pour Orpea. Et si on a un regret, c'est de l'avoir fait là. Mais si on en tire une conséquence, c'est qu'on le fera plus tôt, plus rapidement, sur un nombre croissant d'entreprises. Alors après, il y a d'autres solutions, raison d'être, entreprise à mission. En tout cas, on peut plus dire... le monde a changé. On a la Business Roundtable aux États-Unis, l'équivalent MEDEF, on va dire, qui déclare que la shareholder value c'est fini et qu'on est au stand de stakeholder value. Mais entre-temps, il n'y a pas une entreprise qui a vraiment considérablement modifié sa gouvernance. Donc ça pose question. Et donc je pense qu'un des axes d'engagement très fort, ça va être de dire si les entreprises
sont plus uniquement shareholder value orientées, mais qu'elles ont aussi des sujets de société à traiter. Il va falloir que la gouvernance s'adapte. On ne peut pas dire mon objet a changé, mais chez moi, non, j'ai juste un peu plus de moyens sur la RSE, un rapport un peu plus gros. Il va falloir que la gouvernance des entreprises évolue. Et je pense qu'on a un rôle, en tant que Mirova et en tant qu'actionnaire, pour faire activement modifier cette gouvernance. Et de ce point de vue-là, votre patience aura un peu plus de limites demain. C'est-à-dire que des engagements non tenus ou qu'une entreprise ne voudrait pas prendre impliqueront un désinvestissement. Alors, est-ce que ça impliquera un désinvestissement ? Est-ce que ça impliquera des dépôts de résolution ? Est-ce que ça impliquera des courriers, etc. Chaque cas sera important, mais on le sait bien, c'est pas la culture de l'investissement en France. Le dépôt de résolution, c'est tout. Mais je pense que, par exemple, ça c'est un sujet qui va devoir évoluer dans l'ISR. Il me semble que si on a des convictions et si on identifie des éléments de risque, il va peut-être falloir porter à l'Assemblée générale, quitte à prendre aussi à témoin tous les grands investisseurs qui font des grandes déclarations. Parce qu'un autre point que j'ai dit dans notre décision de prendre, et quand je dis l'entreprise ne va pas disparaître, c'est si tous les investisseurs responsables sortent d'un cas Orpea, qui reste ? Qui va s'occuper de ces sujets ? Alors maintenant... Je sais. Voilà. Après, l'investisseur, enfin le gérant d'actifs sert aussi ses clients. Voilà, c'est... Bien sûr. Mais nous, je ne vous dis pas qu'on est bien. Nous, notre thèse d'investissement, c'était on va concilier impact et performance. Je peux vous dire qu'on n'est pas en rendez-vous sur le cas d'Orpea. Nous en Non, mais bien sûr. Mais une fois qu'on n'a pas été au rendez-vous, il nous semble que la conclusion, d'ailleurs, y compris d'un point de vue économique, est-ce que c'est tout de suite vendre ? Est-ce que c'est la meilleure solution ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est encore une fois, d'un point de vue responsabilité, se détourner du sujet ? Il ne me semble pas. Il me semble que ce sujet va rester, va être un sujet important et il va falloir le traiter dans la durée. Pas la politique de l'autruche. Bon. Commentaires, remarques, et encore une fois, cette affaire sans doute va marquer l'histoire de l'ESG, en tout cas voilà, dans notre monde français. Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, l'ESG, c'est un mal nécessaire obligatoire. Notre régulateur pousse dans ce sens-là. C'est plus une option. Hein. C'est plus une option, et on le voit bien, et en plus, on a une pression assez importante de la part du régulateur pour aller sur ces sujets-là. Pression qu'il faut accepter, de toute façon, si on veut rester dans l'industrie. Donc aujourd'hui, il y a des enjeux qui sont importants de promouvoir ces engagements-là. Le sujet des controverses, il est plein, il est entier. Quand ça arrive sur une entreprise, ça frappe très fort. On le voit parce qu'aujourd'hui, les marchés financiers sont extrêmement réactifs sur ces sujets-là. C'est pour ça que les titres baissent aussi très très vite dès qu'on parle de sujets de controverses fortes. Parce que là, on a une controverse sociétale, mais on a aussi de la controverse sur le point de vue financier. Et là, on l'a vu avec toutes les histoires qu'on a eues dans le passé sur les controverses sur lesquelles il y avait des suspicions de fraude. Tout de suite, les baisses sont beaucoup plus importantes. Et là, on est un petit peu dans ce cas-là aussi sur le cas Orpea. C'est pour ça que le titre a aussi beaucoup baissé et quelque part de façon presque un peu mécanique pour les marchés financiers. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir ce discours par rapport à l'ESG relativement constructif. Par contre, quand on voit les controverses sur les points de vue financiers dans lesquels il y a des suspicions de fraude, là on sait qu'il y a peut-être pour les gérants actifs qui n'ont pas forcément la taille des grandes institutions, un peu plus de flexibilité et pouvoir avoir cette réactivité, se permettre cette réactivité quand, encore une fois, c'est des enjeux qui sont bien ciblés et des controverses bien ciblées. Mais l'ESG, clairement, on doit aller dans on y est poussé dans ces notions-là. Est-ce que c'est la fin de l'ESG ? Est-ce qu'il va y avoir un avant, un après ? Dur à dire, mais on voit bien qu'il y a des limites à l'ESG. Là aussi, c'est quelque chose d'important parce que les notations qu'on obtient quand on prend des providers... Orpea était bien noté avec des scores de controverse, si je ne dis pas de bêtises, qui étaient à 2 contre... Alors maintenant, ça a dû exploser, le score de controverse d'Orpea. Justement, il n'a pas si explosé que ça chez les agences, sur les agences de notation. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'eux aussi prennent le temps de bien analyser la chose. Donc, ils font quelque part bien le boulot, puisqu'ils ne sont pas du tout à supprimer tout de suite le rating en disant on s'est trompé, on change et puis tant pis. Non, ils prennent le temps d'analyser aussi. Mais par contre, au départ,
il y a peut-être quand même des choses qui sont encore qui peuvent être améliorées dans ces notions de notation d'entreprise, où on peut sûrement aller beaucoup plus loin. On voit des secteurs où des analystes descendent très très loin pour comprendre les entreprises. Donc pourquoi pas sur les agences de notation également. Il y a une question de souveraineté, et alors c'est un point qui est régulièrement soulevé ici par le directeur de la recherche ESG de Société Générale CIB, qui estime que confier l'analyse ESG à des sociétés américaines, puisque ce sont MSCI, Sustainability Analytics, qui sont aujourd'hui les géants de cette notation ESG, c'est faire une erreur. Parce que ce sont des analystes anglo-saxons et que nous sommes des entreprises françaises, européennes, avec un fonctionnement différent, une culture différente, une appréhension de certains problèmes différents. Les notions de diversité sont pas forcément les mêmes, les enjeux sociaux sont pas forcément les mêmes. Et donc, il y a presque une incapacité à comprendre nos modèles quand on est de l'autre côté de l'Atlantique. Tout à fait. C'est pour ça que je disais aussi que on peut descendre dans la granularité de l'analyse beaucoup plus loin, et qu'il y a des entreprises qui descendent plus loin aussi bien, mais d'une façon plus générale, dans l'analyse financière. Et c'est là où on peut faire un tout petit peu plus la différence quand on descend très très loin, quand on va très très loin dans l'analyse. Parce que ça va dans l'analyse financière, mais ça va aussi justement dans tout l'environnement de l'entreprise quand on l'analyse. Parce que l'ESG, c'est une notion qui aujourd'hui est extrêmement populaire, galvaudée quelque part, puisque tout le monde en fait. Mais l'analyse financière tel qu'un analyste très spécialisé l'a fait sur un secteur ou sur une valeur donnée, il va regarder tout l'environnement global de l'entreprise. Et donc, il va déjà noter aussi bien la gouvernance que les enjeux sociétals ou d'environnement, évidemment. Donc, c'était déjà fait il y a bien longtemps, sans être, entre guillemets, faire référence à ces trois lettres, E, S et G. Un mot encore, puis on attaque les banques centrales. Bien sûr, Alexandre, vous impatientez pas, mais Hervé, sur l'idée qu'il y a vous le disiez, il y a 10 ans, vous étiez tout seul dans le désert à prêcher effectivement la bonne parole. Bon, je l'ai vécu, donc je sais bien, il y avait Mirova, une ou deux autres personnes qui venaient intervenir sur ces sujets, effectivement. Il y a l'idée un peu d'une crise de la quarantaine, d'une certaine manière, pour l'ESG ou l'ISR. Non, mais est-ce qu'il y a un risque là, aujourd'hui, devant nous, de frustration, de déception, y compris chez les clients finaux qui ont adhéré à cette idée-là? Ouais. Non, je pense que ça va permettre au contraire de clarifier et de montrer que... ce serait un drame, c'est-à-dire de se dire que finalement, on se rend bien compte que les attentes, que ce soit des investisseurs, de la société, c'est de se dire, il faut qu'une entreprise, elle ne gère pas uniquement son profit, mais elle gère bien son impact social. On ne va pas se dire, il faut moins d'ISR ou moins d'ESG. On n'a pas pu le voir, donc on va jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc je ne pense pas qu'il y a de l'émotion, etc. Mais ce serait une erreur d'analyse fondamentale. Oui, in fine, au contraire, la demande est de dire ces sujets-là, puisque les entreprises, on leur demande de plus en plus de gérer ces impacts environnementaux et sociaux, on a besoin, ça a été dit, de plus de granularité, de plus de compétences, de plus de temps, de plus de moyens sur ces analyses-là, et c'est vers ça, évidemment, que l'on va pousser. Par contre, là où ça doit clarifier, c'est que le drame de l'ISR, ça peut être de se dire finalement, le mot était dit, c'est un mal nécessaire. C'est-à-dire qu'il y a une couche de politiquement correct sur l'ISR qui est vraiment ennuyeuse, et il faut que la régulation fasse attention à ça. Et donc, un des éléments importants, ça va être, il me semble, ça va être la réglementation européenne qui va venir sur les parcours clients. Moi, j'ai des convictions sur le fait qu'une entreprise, elle doit être orientée sur les stakeholders, elle doit intégrer les enjeux environnementaux et sociaux. Mais c'est le client qui doit décider. Je ne suis pas un dictateur. Non. S'il y a des gens votre métier, c'est de servir vos clients, gens qui pensent qu'une entreprise, elle est bien gérée si elle maximise le profit à court terme, il faut que le client la théorie de l'agence, explicitement, bien sûr. Ouvertement. Et il n'y a rien de pire que, parce qu'il faudrait faire du politiquement correct, tout le monde se sent contraint de faire la même chose avec peu de moyens pour remplir des cases en disant non mais vous avez vu, j'ai fait ça. Donc je pense qu'il y a une clarification nécessaire, c'est-à-dire que bien sûr, il me semble que c'est pas un mal nécessaire, c'est un bien utile de faire de l'ISR pour des épargnants, des investisseurs qui souhaitent s'engager dans cette démarche. Il y a de la place largement pour ceux qui pensent que les enjeux de développement durable, c'est du ressort des gouvernements, des collectivités, mais les entreprises à la marge. Enfin, voilà. Donc ça, il va falloir quand même clarifier, parce qu'à vouloir mettre
de l'ISR, l'ESG partout, effectivement, on noie. Du coup, on contraint des gens à s'intéresser à des choses qui ne les intéressent pas. Donc forcément, si vous les contraignez à s'intéresser à des choses qui ne les intéressent pas, ils ne veulent pas payer. Donc ils demandent d'acheter pas cher 10 000 notations d'entreprises à des agences de notation avec 200 personnes. Donc vous voyez le temps qu'ils peuvent passer quand vous devez analyser 10 000 entreprises avec 200 personnes. Automatisé, de la data publique, etc. Donc on va... Voilà, donc il y aura aussi un après en disant cette information environnementale et sociale, elle est importante pour certains clients, elle doit se faire avec de la qualité. Et alors, il reste des entreprises européennes, et nous on travaille avec des entreprises européennes sur le sujet ESG, mais en tout cas, si on pouvait attendre quelque chose de la reprise, notamment par S&P Moody's, de notation ESG, ça aurait été de dire qu'elles mettent le même niveau de moyens et du due diligence sur l'analyse ESG qu'elles le mettent sur l'analyse crédit. Comment vous pouvez expliquer à quelqu'un que pour faire une analyse de solvabilité, pour savoir si une entreprise est solvable, il faut mettre une équipe d'analystes, des revues, des comités, faire des diligences au sein de l'entreprise, avoir accès à de l'information non publique? Mais pour faire une analyse du modèle de durabilité, c'est-à-dire est-ce que l'entreprise elle gère bien ses enjeux environnementaux et sociaux, vous envoyez un questionnaire, vous revoyez le questionnaire, vous passez un coup de téléphone et c'est fini. Voilà, donc il y a clairement un sujet de modèle. Donc il y aura un avant, un après chez nous et il y aura un avant, un après ailleurs. Je suis optimiste sur le fait que tous ces sujets-là ne faut que renforcer le cas, c'est-à-dire de se dire, vous voyez bien qu'aujourd'hui on ne peut plus gérer une entreprise uniquement en se préoccupant du profit. Voilà. Mais fondamentalement, il y a beaucoup encore à faire dans l'ensemble de l'écosystème pour qu'on soit au standard qu'on aimerait avoir pour nos clients, bien sûr. Les banques centrales sont-elles responsables, Alexandre? Si je dérive un petit peu. Bah oui, j'essaye de trouver. Non, mais c'est quand même l'autre gros morceau du monde. Donc un analyste heureux, Alexandre, parce que enfin le marché obligataire se réveille et donne un prix à une réalité qui a été trop longtemps occultée, c'est ça, Alexandre? En tout cas, il y a un point de vue qui est quand même intéressant à court terme, qui est que, oui, déjà, le marché obligataire se réveille. Le fait qu'il se réveille aussi fait que, sans même avoir bougé leur taux, dans le marché, les conséquences, et pour le marché du crédit en quelque temps, sont que les taux courts longs montent, donc les conséquences crédit vont arriver aussi. Pour autant, les taux n'ont pas encore bougé. Donc, si l'objectif premier des banquiers centraux était effectivement de faire un peu retomber la pression, de déflater un peu certains actifs, tasser un peu le crédit immobilier sans le faire s'effondrer ou autre, ce qui se passe actuellement, mécaniquement, ça va déjà le faire se stabiliser, en tout cas arrêter de spéculer trop fortement. Donc, un premier succès, là, vous dites, succès du point de vue de la communication. Un succès oral. Ensuite, le deuxième sujet, c'est que, alors, on va toujours vouloir savoir, est-ce que c'est le marché obligataire qui a raison avant, le marché action, du coup, qui est parfois un peu en retard ou autre. Là, c'est clair que le marché obligataire, maintenant, il est bien dedans. Voilà, il faut donner des références comme ça qui sont assez percutantes. Le 2 ans américain, il est en octobre à 0,2%. Il est monté à 1,6 en gros 2 trimestres plus tard. Donc, c'est une hausse absolument, la courbe est spectaculaire. Par contre, le marché action, si on regarde en Europe, ce qui a stressé l'Europe cette semaine, c'est que vous avez effectivement ces taux qui s'écartent entre les pays cœurs et les pays périphériques. Alors ça peut être un débat de dire, oui, mais comment réagit le marché action? Le marché action, il tient quand même pas trop mal. Et on va prendre un comparatif. À l'époque de la crise de la dette en zone euro, le spread, donc l'écart entre le 10 ans italien et le 10 ans allemand, il était monté à 550 points de base. Et en très peu de temps, il était à 160 points de base. En 6 mois, il était monté à 550. Le FTSE MIB et d'autres indices de la zone euro, mais le MIB qui était le plus sensible à ça, c'était moins 40% en 6 mois. Sachant qu'il arrive déjà dans moins quelques 50 post-crise subprime. Donc, le marché action price à ce moment-là le risque souverain, le risque d'homogénéité de la zone euro. Là, le spread s'écarte. Alors, d'un point de vue historique, il n'y a pas les mêmes niveaux, mais le marché action, même italien, il est même plutôt haussier sur la même période, si vous voulez. Donc, je ne dis pas que c'est l'histoire parce qu'il est à plus 6 ou plus 7 depuis, voilà, que ça va être redondant derrière, mais on ne sent pas la même inquiétude. C'est-à-dire qu'on a l'impression aussi que ce marché obligataire, il met un prix. Mais je ne suis pas convaincu qu'il fasse ça que parce que Christine Lagarde a parlé. On a vraiment l'impression aussi qu'il y a une espèce de défiance par rapport au devenir politique, budgétaire de la zone euro. Et que c'est un peu ça le risque qu'on voit. Et donc, moi, je trouve que ça minore beaucoup ce que certains qualifient d'erreur de communication de Christine Lagarde. Elle n'a pas fait du Jérôme Powell, elle n'a pas donné de délai sur l'ajustement du bilan, pas de nombre de hausses de taux, c'est un discours qui s'est adapté à une réalité économique. Taux de chômage le plus bas en 20 ans, inflation à 5, certes, sur annualisé, on sera moins que ça, et puis des facteurs effectivement mécaniques liés au Covid qui vont baisser. Elle ne pouvait pas décemment garder le même discours qu'elle avait 2 mois avant, qui était déjà... Pas 2 mois avant, Alexandre. Pas 2 mois avant. Quelques jours. 10 jours avant la BCE, Philippe Lane réitère la stratégie de patience, de persistance. Est-ce que
Tant qu'on n'a pas changé de discours, la veille, on tenait le discours, d'avant. Est-ce que la patience est remise en cause pour autant? Est-ce que la patience dans ce discours de Christine Lagarde est remise en cause pour autant? Chez Christine Lagarde, je ne sais pas, mais chez Joachim Nagel, le nouveau président de la Bundesbank qui s'est exprimé pour la première fois publiquement en début de semaine, il revient quand même à une fonction de réaction très originelle de la BCE en disant moi, le risque le plus important pour moi, c'est de remonter les taux trop tard plutôt que trop tôt. Ah oui. Voilà. Donc ça, on enterre Draghi définitivement. Et justement, Draghi pourrait ressortir assez vite. Le précédent ne disait pas autre chose. On est habitué à ce que le gouverneur allemand... Je suis d'accord, mais en face de ça, il n'y a plus le trio Draghi, Curé, Pratt. Voilà, on sent quand même que maintenant, peut-être que la partie Faucon a un peu plus la main que précédemment. Mais on peut aussi considérer que le marché obligataire était aussi un peu trop dans ce monde merveilleux. Est-ce qu'il était normal avec ce qui se passait à la fois du côté outre-Atlantique et pas seulement par mimétisme, parce qu'on avait ici en zone euro des progressions de prix qui sont un peu élargies. C'est pas seulement l'énergie, il y a d'autres progressions. Certes, les salaires ne progressent pas de la même manière, mais ils progressent un peu quand même. Moins de 2%. Un peu quand même. En trimestriel, sur le troisième trimestre de l'année dernière, vous étiez à plus de 2% sur le trimestre entier. Sur les salaires négociés en zone euro, fin quatrième trimestre, Philippe Lane dans son blog hier, on est à moins de 2% de hausse des salaires. Oui, alors après, le marché... Oui, mais on peut dire qu'on peut s'arrêter là. Hein. Oui, mais est-ce qu'on peut considérer que on est à quoi 5% sur l'Employment Cost Index aux États-Unis. Oui, on est à... Oui. Voilà. Mais est-ce que ça justifie pour autant, même si ces chiffres sont moins inflatés qu'aux États-Unis, est-ce que ça justifie un moins 0,2 ou moins 0,5 sur le 10 ans allemand, par exemple? Donc ça, c'est un élément qui me paraît important. Par contre, c'est vrai que la réaction des marchés ne me paraît pas démesurée. Elle est un peu stressée à court terme. Mais... Il n'y a pas eu de panique, vous dites? Non, mais ça ressemble un peu comme ça à une espèce de complaisance du marché obligataire qui ne voulait pas se rendre compte que l'environnement macro changeait. Et il n'y a aucune raison, même si c'est le piqueur de la zone euro, que le taux 10 ans allemand reste sur ces niveaux-là. Encore une fois, dans un environnement mondial aussi, d'autres banques centrales ont commencé à bouger, avec des thématiques inflationnistes qui ne sont pas les mêmes au Royaume-Uni, pas les mêmes en Australie ou autres, mais ça a quand même commencé à bouger. J'ai cru voir que même le 10 ans japonais essaye de sortir de sa camisole de force du yield curve control de la Banque du Japon. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont un peu d'inflation. Il y a de l'inflation qui arrive au Japon, un truc qui est... tant espéré, ils ont tellement écrit sur le sujet. Bon, parlons bien quand même. Bon, la BCE, c'est une chose. La Fed, c'est le sujet quand même le plus chaud et plus chaud que jamais aujourd'hui. 50 points de base en mars, des hausses de taux entre deux meetings réguliers. Enfin, je veux dire, là, c'est vraiment le smell de 94. Hein. On monte par surprise, on fait des hausses de taux entre les meetings, on fait du 50 points de base. Pas forcément par surprise. On a quand même première hausse de taux, février 1994, elle sort de nulle part. Hein. Oui, mais aujourd'hui, elle sort quand même d'un discours extrêmement construit. Bien sûr, ça commence à faire quelques trimestres, en tout cas, qu'on nous prévient que pour cette année, on aura des hausses de taux, qu'on en aura minimum 4, qu'elles vont être d'ampleur. Bon, après, on a une communication qui est assez en escalier aujourd'hui de la part de la Réserve fédérale, où il nous annonce quelque chose. Puis il y a toujours un petit membre de la Fed qui arrive et qui nous dit je vais faire beaucoup plus. Hier c'était Bullard qui nous annonce 100 points de base d'ici juillet. Donc on a toujours cette petite façon de communiquer de la Fed qui marche très 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 bien, qui est le sans faute qui continue parce qu'ils nous préparent à chaque fois. Ils ont toujours des membres qui viennent en ajouter un petit peu plus. Et puis après, ils précisent. C'est toujours le schéma qu'on a de la part de la Fed, qui est, encore une fois, la Banque centrale qui mène le jeu partout dans le monde. Et la Banque centrale, pour nous, européenne, n'est que suiveuse. Et elle suit... un peu moins aujourd'hui. Hein. Un peu moins, mais elle est quand même elle est emmenée dans le sillage de ce que fait la Fed. Hein. Il faut être... Moi, je suis assez lucide et pragmatique par rapport à ça. C'est la Fed qui dirige le monde et qui emmène toutes les banques centrales dans son sillage. Et vous dites la stratégie de tâtonnement là, de la Fed, de tester un petit peu le marché, finalement ça vous rassure sur la décision finale, vous dites, qui sera prise au regard justement de la manière dont le marché a pu réagir aux différentes... Oui, parce qu'on voit les probabilités s'ajuster, et s'ajustent très vite sur les hausses de taux. La probabilité plus donc là, c'est 50 points de base en mars. Exactement, elle est de 0,50. Aujourd'hui, elle est à plus de 60% aujourd'hui. Donc il faut la délivrer alors. Donc aujourd'hui, il y a des chances qu'elle soit délivrée. D'accord. Mais elle est absorbable parce que le marché est prêt à ça, et les chiffres économiques soutiennent aux États-Unis la faisabilité de cette hausse de taux. Donc aussi bien en termes de croissance que d'emploi, que également de croissance des salaires. On voit qu'elle est quand même présente. Alors il y a de l'inflation, c'est vrai, mais les salaires montent quand même.
pas suffisamment, jamais au goût de la Banque centrale, mais il monte quand même. Donc c'est pour ça que le faire dans un environnement économique... Les salaires réels ne montent pas en zone euro, je suis désolé. Non, pas en zone euro. Mais oui, mais les salaires réels montent au Royaume-Uni, les salaires réels montent aux États-Unis. En zone euro, les salaires réels ne montent pas. C'est pour ça que la Banque centrale ne sera que suiveuse. La structure du marché de l'emploi montre qu'il y a des tensions et des recrutements, donc il peut être un signal annonciateur que ces hausses, du coup, le rôle... Il y a des problèmes de qualification, mais il y a un taux d'emploi énorme. On n'a pas du tout le même niveau de tension et de manque de force de travail qu'on peut observer au Royaume-Uni et aux États-Unis. Tout à fait, et c'est pour ça que... Même Christine Lagarde le dit. C'est pas la Banque centrale européenne et pas l'Europe qui va être moteur de cette croissance. Il faut mieux aller chercher le moteur aux États-Unis. Ce qui se traduit dans l'allocation d'actifs aussi aujourd'hui. Donc toujours une préférence pour le marché américain. Toujours encore une préférence pour le marché américain qui a une croissance qui sera plus robuste et plus forte. Aujourd'hui, on a tout cet arbitrage vers la value qui favorise l'Europe. Mais encore une fois, quand on va avoir une petite normalisation, on va voir que le marché américain, que ce soit dans la value ou dans la croissance, sera plus robuste et plus ferme que le marché en Europe, qui risque d'être un peu plus fébrile, notamment au moment où les taux risquent de commencer à monter en Europe. On aura sûrement un peu plus de fébrilité dans les marchés européens qu'aux États-Unis. Hervé, bon, c'est quand même un monde qui change. Oui, alors après, ne peut pas me reprocher de ne pas avoir dit depuis plus d'un an que l'inflation, l'idée qu'elle reviendrait à moins de 2%, c'était une idée fausse, et que effectivement le marché obligataire de ce point de vue-là se trompait. On va avoir une inflation, on va avoir une décennie structurellement plus inflationniste. Alors, je n'ai pas de boule de cristal. Est-ce qu'on sera plutôt à 3, à 4 ? Je ne sais pas. Mais on ne peut pas avoir, notamment sur la transition environnementale, des plans d'investissement massifs, mais massifs comme on n'a jamais vu. Donc on va déformer complètement le modèle, puisqu'on était sur un modèle qui était beaucoup tiré par la conso, et on va avoir des plans d'investissement massifs. Ces plans d'investissement, par ailleurs, visent dans une certaine mesure à relocaliser. Ouais. Et donc, on aura structurellement une inflation plus élevée, et structurellement, il faudra bien s'y faire, messieurs les directeurs des ressources humaines. Il va falloir quand même que ça repasse un peu par les salaires, sinon ça va être la rue en permanence. Je ne sais pas, Bailey, Banque d'Angleterre, dit qu'il ne faut pas demander de hausse de salaire. Oui, on en est là aujourd'hui. Non, mais je veux dire, après des années de modération salariale, un an de croissance et d'inflation, et on est à demander une nouvelle modération salariale. Ça, je pense que ça ne tiendra pas. C'est-à-dire, une fois qu'on va se rendre compte que l'inflation sera structurellement un peu plus élevée, il faudra que ça repasse. Le danger, on le voit, pourquoi les banquiers centraux disent ça ? Ce qu'ils ont peur, c'est la spirale inflationniste de l'inflation, des salaires, de l'inflation, et que ça parte et que ce soit hors de contrôle. Donc effectivement, le pilotage va être extrêmement compliqué pour les banques centrales et les politiques monétaires et budgétaires, parce qu'on aura structurellement un peu plus d'inflation, et il faudra que ça se traduise par une inflation salariale également, sans que ça entraîne de dérive inflationniste. Donc le jeu ne va pas être simple, honnêtement, ça ne va pas être simple. Voilà. Après, sur les marchés obligataires, juste un mot, je pense que probablement une des raisons pour lesquelles aussi les marchés obligataires ont tardé à incorporer ça, alors qu'on peut dire, bon, finalement, l'inflation était quand même élevée, la croissance était là, c'est que pour l'instant, les banques centrales, en termes d'assèchement du marché, elles étaient extrêmement présentes. Et donc, un des points qui sera probablement dans le pilotage extrêmement difficile, c'est pas seulement les hausses de taux courts et ce que ça aura comme effet, ça va être le moment où il va falloir, ou est-ce qu'il va falloir... Quels moyens il va falloir arrêter de racheter autant de dettes et de faire gonfler les bilans des banques centrales. Donc il y a des mots, mais là, ça va toucher le marché en direct, parce que ça va avoir un impact réel sur l'offre-demande d'émissions. Donc voilà, aujourd'hui c'est sain, ça réagit plutôt bien, ça a été dit et je suis complètement d'accord avec ça. En même temps, reste une pointe d'incertitude qui est... Que fera le marché quand les banques centrales interviendront beaucoup moins sur le marché obligataire ? Ça, c'est pas encore pricé. Donc on a clairement une année test extrêmement intéressante devant nous. C'est vrai qu'il y a un point par rapport à ce que vous dites par rapport à l'Europe, au rythme. C'est vrai que quand on regarde les anticipations d'inflation moyen terme, on voit que du côté US, ça a du mal à retomber. Autant sur la zone euro, finalement, le boulot qu'a fait Powell, ça a déjà enclenché le moment de repli, et Lagarde a rajouté une couche là-dessus, donc on est tombé à 1,75 à peu près. Donc c'est sûr que la BCE voit ça, se dit, le marché est convaincu qu'à moyen terme, il n'y aura pas d'inflation. Donc c'est vrai qu'elle n'a pas de raison d'être hyper véhémente, mais il faut quand même reconstituer le stock d'interventionnisme possible pour la future crise. Si on reste à zéro et qu'une crise se présente à nouveau, il y a moins de capacité. Du côté de la Fed, on voit que les anticipations d'inflation ont du mal. Elles sont pour monter à 2,6, puis elles retombent à 2,40, mais une espèce de plancher comme ça à 2,4, on n'arrive pas à tomber en dessous. Pourtant, Powell devrait arriver à faire converger ça vers un rythme moyen, vers les 2%. Et je pense que c'est pour ça qu'il envoie aussi les bullards d'autres pour, à un moment donné, pousser un peu le sentiment. Mais c'est vrai que le marché, le problème, c'est que les banquiers centraux sont quand même trompés lourdement dans leur communication. Les messages qu'on a aujourd'hui, l'inflation va se normaliser, on avait exactement les mêmes messages il y a 12 mois. Et le marché voit bien
que sur le front du commerce mondial ou autre, la logistique, ça reste pas très fluide encore aujourd'hui. Mais je pense par contre qu'aujourd'hui, ces messages-là, oui, ont plus de valeur aujourd'hui, dire que ça va baisser parce qu'il y a des arguments pour ça. La question de la logistique mondiale, très probablement, va se fluidifier et assez fortement après les Jeux Olympiques. Ça va passer en 2 semaines, mais la Chine va très probablement desserrer les trains sanitaires. Et on voit que tout ce qu'elle est en train de bâtir maintenant, c'est un prélude à ça. La Banque centrale qui commence à communiquer plus fortement, les indicateurs PMI commencent à se redresser un petit peu. Il manque plus que desserrer un petit peu les trains sanitaires et ça se fluidifie. Ouais. Et donc forcément, les thématiques inflationnistes risquent au second trimestre, sur la partie en tout cas des biens sensibles au Covid. C'est là-dessus que ça va commencer à bouger vite au deuxième trimestre. Et le pétrole, on voit que les États-Unis bougent un peu avec l'Iran. Enfin, il y a 2-3 thèmes comme ça qui, à un moment donné, si la Russie se calme aussi un petit peu, très vite, ça peut lâcher 10-15% sur le pétrole ou le gaz. Et donc, bon, à un moment donné, finalement, on lâchera assez vite, effectivement, 2% en hier. Donc ça peut être un thème pour le deuxième trimestre. Alors justement, Alexandre, là, dans tous les actifs que vous suivez, où est-ce que vous voyez des tendances claires, solides aujourd'hui Ou est-ce qu'il y a des embryons de tendance peut-être pour demain ? Alors moi j'ai toujours des craintes pour l'instant pour la valeur de croissance pure. Et c'est vrai que moi d'accord, j'ai l'impression qu'à court terme le vrai risque il est sur la tech US parce qu'en plus le bottom n'est pas là encore. Il y a une saison qui a fait peur à beaucoup de gens, Netflix et puis une autre grosse tech qui a déçu Apple, Facebook. Voilà, Meta, qui a déçu. Voilà. Donc ça c'est moins linéaire que les saisons de résultats précédentes plus les taux réels qui remontent. Et les taux réels on a l'impression qu'ils ont encore un peu de marge pour monter. Donc les valeurs de grosse croissance US, je suis quand même moins chaud. Après, on voit quand même que des indices comme le Dow Jones, donc plus tradis, un peu plus cycliques, moins sensibles à la tech, tient mieux. On voit que les indices européens ont fait mieux que le S&P ces derniers mois. Donc, j'ai quand même l'impression que l'Europe peut être plus résiliente par rapport à ça. On parle des accidents sous les supports temporairement, mais je trouve que l'Europe, si on joue un petit peu le côté valeur tourisme loisir, toujours cyclique, les bancaires aussi. Là, elles baissent les bancaires parce que ce tour de vis fait peur sur la croissance. Les bancaires baissent aussi, mais les taux vont comme continuer à monter un petit peu. Les bancaires ne vont pas retomber comme ça. Donc, il y a plein de thèmes qui sont l'auto, je vois pas de thèmes vraiment à éviter trop fortement sur l'Europe. Plutôt des thèmes cycliques encore. On n'est pas encore au moment de se dire, alors qu'on n'a pas eu encore de hausse de taux, comme vous le rappeliez, de la part de la Fed ou de la BCE, mais on n'en est pas encore à se dire, elles vont cracher leur économie, le resserrement monétaire va nous amener à une récession, c'est pas encore le raisonnement du moment. Et même s'il y a récession, par exemple, une récession, encore une fois, c'est un mot qui fait peur, c'est moins 0,1 et moins 0,1, c'est une récession. Après le trimestre, on en aura peut-être une en Allemagne. Je dis pas que c'est souhaitable, mais ça peut être effleuré, et puis vous continuez, et peut-être que les banquiers centraux voulaient peut-être un peu ça aussi pour calmer, je dis pas mettre les économies en récession lourdement, mais pour peut-être calmer un peu l'aspect un peu spéculatif. Donc ça fait partie du plan de vol des banquiers centraux. Donc je serais pas inquiet, même si la croissance flirte avec la contraction, ça pourrait faire partie d'un processus un peu plus normalisant avant de repartir sur un truc plus sain, quoi. Aymeric ? Bon, sur les marchés actions, là, est-ce qu'on est à l'aise un peu ? Pas du tout. Encore une fois, quand je vois, on me parle de Volcker, de Greenspan, de 94, de 2011, Trichet, BCE. Bon, si on a le schéma, toutes ces références sont pas très constructives pour l'investisseur. Si on part du schéma qu'on sort de 40 ans de baisse de taux et que ça y est, on part dans un autre cycle qui est totalement différent et qui est opposé à celui-là, là évidemment on peut avoir peur. Mais on a quand même l'impression qu'on a quand même des banques centrales qui se parlent, qu'on a un système monétaire bien mieux organisé, donc on n'est pas du tout dans ce schéma-là qui fait si peur à certains et dans la gestion de la peur qui est facile à vendre. Donc là-dessus, nous en tout cas, on estime qu'on n'est pas du tout dans ce schéma-là. On est beaucoup plus dans une normalisation, ça c'est sûr. Il y a beaucoup plus des sujets de normalisation entre la value, la croissance en Europe. Et donc s'il faut être sur le marché américain, Aymeric, l'idée c'est quoi ? On profite encore du momentum value sur le marché américain, qui n'est pas un marché très value. On va déjà chercher des valeurs patrimoniales de qualité. C'est un marché qui est très profond, le marché américain. Oui, bien sûr. On peut aller chercher de la value, on peut aller chercher de la bancaire, de la financière, des valeurs de pétrole, évidemment. On a des très très belles valeurs sur ce marché. Et là-dessus, il ne faut pas s'en priver. C'est sûr qu'on a moins de croissance que l'année dernière sur ce marché-là. Mais on va faire autre chose. On est beaucoup plus diversifié. La value pure, c'est sûr qu'on la trouve plus facilement aussi en Europe. On a la chance d'avoir des values en Europe qui sont beaucoup moins chères que les values aux États-Unis. Donc là, pour le coup, on va chercher celle-là en Europe. Mais on est surtout sur une politique de normalisation. Et encore une fois, il y a encore des petites choses qu'on peut commencer à regarder parce que, justement, l'Asie, la Chine va à un moment donné réouvrir, et sûrement après les Jeux Olympiques, va réouvrir les vannes, va se réouvrir au monde. Et ça, c'est peut-être la petite optionnalité qu'on peut prendre. Le Joker 2022. Dans le coin du portefeuille, mettre un petit peu d'Asie et de Chine, c'est peut-être quelque chose qui pourra être très très bénéfique dans la deuxième partie de l'année.
pour conclure avec vous, Hervé, je notais quand même, j'ai refait, banque, Basic Resources, Oil and Gas, c'est les 3 secteurs les plus forts toujours au sein du stock 600 par exemple. Ouais, non, mais il y a d'autres secteurs type l'automobile, etc. Et automobile. On n'est pas forcément démunis. Mais un mot sur ce qui a été dit. Moi, je pense que c'est le cœur un peu du débat sur la décennie qui vient. Alors, loin de moi l'idée de dire on va repartir sur une montée des taux pendant 10 ans et on va avoir des taux de 5-7. Il va falloir. Mais par contre, je pense que on sous-estime les tendances très lourdes qui sont, encore une fois, des plans d'investissement massifs, des besoins de relocalisation sur certaines industries, CF, tout ce qui a été redit sur le Covid. Donc, plan d'investissement massif, besoin de relocalisation, entraînera plus d'inflation et des besoins de salaire. Et c'est une bonne chose. C'est-à-dire, si vous avez regardez les 2 sujets sur lesquels, enfin, pas besoin de faire l'image du débat politique actuel, crise environnementale, montée des inégalités, pression sur les classes populaires. Donc, si on continue comme ça, si on a un rééquilibrage plutôt vers un peu moins de valeur actionnariale, un peu plus de salaire, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Voilà. Après, ça doit pouvoir se faire avec une bonne résilience des marchés actions, mais se dire qu'on va pouvoir traverser les sujets qui sont les sujets d'aujourd'hui, c'est-à-dire les besoins d'investissement pour faire la transition environnementale, les besoins que cette transition environnementale, elle ne mette pas tout le monde dans la rue parce que les matières premières, le prix de l'électricité va coûter un peu plus cher. Si on relocalise, ça recoûtera un peu plus cher, donc il y aura de l'inflation salariale. Je ne suis pas sûr que de se dire qu'on renormalise et le bon scénario. Après, on verra, pas du tout. Mais voilà, je me dis, finalement, c'est peut-être pas une mauvaise chose qu'on reprenne ce chemin-là, parce que à la fin, s'il y a un peu plus de salaire, peut-être un peu moins de dividendes et de profits, finalement, c'est peut-être un peu plus de dividendes et de profits sur long terme, plutôt que des crises... Oui, et d'ailleurs, paradoxalement, non, mais alors très rapidement, les premiers qui ont pris pleinement conscience de ça, c'est la Chine. Bien sûr. Et on dit prospérité pour tous. Ouais, stop. C'est-à-dire, nous, en plus, on est communistes. Alors, ils sont communistes, alors forcément, ça veut pas dire. Mais se dire qu'on va faire des milliardaires. Mais bien sûr, mais oui. Voilà. Donc, il y a un moment, il va falloir que ce système se rééquilibre un petit peu. Merci à vous 3. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Hervé Guez, Mirova, Aymeric Didet, Pergam et Alexandre Baradez. IG étaient nos invités en plateau. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le vendredi, c'est un rendez-vous pédagogie et chaque deuxième vendredi du mois, ce sont les équipes de Yomoni qui sont avec nous pour décrypter les dernières tendances en matière d'ETF à travers cet observatoire ETF qui a été lancé l'an dernier par Yomoni et Alexis Nac qui est avec nous par téléphone, le directeur de la gestion de Yomoni. Bonjour et bienvenue Alexis. Merci beaucoup d'être avec nous pour faire un point effectivement alors sur l'industrie des ETF et les dernières tendances en matière d'ETF. Un mot de la collecte déjà au terme du mois de janvier, de ce premier mois de l'année 2022. Alexis, qu'est-ce que vous avez pu observer en termes de flux de collecte et en termes de montant de collecte déjà sur l'industrie ETF ? Bonsoir Grégoire, alors on démarre l'année en trombe sur la gestion indicielle avec une année record pour les ETF, pour la collecte ETF en Europe, un mois de janvier historique avec une collecte de près de 30 milliards d'euros malgré le contexte de marché compliqué. On a vraiment une année record, un début d'année record pour les ETF, peut-être avec un transfert d'une partie de la gestion active vers la gestion passive. On a notamment des collectes très importantes sur les actions mondiales, aussi bien sur les pays développés avec plus de 16 milliards d'euros de collecte que sur les pays émergents avec près de 6 milliards d'euros de collecte. On a notamment le fonds Pictet Emerging Market qui a collecté à lui seul 3 milliards et demi d'euros sur le mois de janvier. Est-ce que sur cette partie action, alors effectivement intéressant de noter l'intérêt pour les émergents et la Chine en particulier, Alexis, est-ce que globalement les investisseurs suivent, j'allais dire, la tendance value du marché, en tout cas qui a été très forte au mois de janvier? Est-ce que ça se retrouve également dans les produits qui sont souscrits aujourd'hui? Alors tout à fait, on voit le secteur qui a le plus collecté au mois de janvier nettement devant les autres. C'est le secteur des financières qui a collecté près de 3 milliards d'euros sur le mois. Donc on a observé bien sûr ce mouvement de très forte collecte sur le value depuis le début de l'année en gestion indicielle.
Quels sont les autres arbitrages ou les autres flux significatifs à relever sur le mois de janvier, Alexis ? Alors, ce qu'on a noté au sein des obligations, c'est une très forte collecte sur les obligations chinoises, plus de 1 milliard de collecte sur les obligations chinoises au détriment essentiellement des obligations d'État américaines. On a par exemple l'ETF iShares China Bonds qui a collecté 1 milliard sur le mois de janvier. Une dernière tendance intéressante à observer, c'est que les supports les mieux notés ESG, c'est-à-dire qui ont les meilleures pratiques environnementales, sociales et de gouvernance, ont été délaissés, je dirais, légèrement délaissés par rapport à ce qu'on avait pu observer en fin d'année dernière, puisqu'ils ont collecté 25% de la collecte. Alors ça reste des niveaux élevés. C'est positif toujours, oui, d'accord. Voilà. Ouais, je comprends. Mais par rapport au rythme, aux 50% qu'on avait connu au dernier trimestre de l'année dernière, on a noté dans ces zones de stress, alors je ne sais pas s'il y a un effet de cause à effet, mais dans ces zones de stress de marché, une moindre collecte sur les supports les moins notés par rapport à ce qu'on avait pu observer en fin d'année dernière. Du côté des acteurs de l'industrie ETF, en termes de tendance, quel est le tableau d'honneur bilan du mois de janvier, Alexis ? BlackRock, j'imagine, est toujours en tête, loin devant ? Alors BlackRock est toujours loin devant en termes de collecte, avec plus de 9 milliards de collecte sur le mois. Mais le deuxième, je dirais le deuxième groupe qui collecte sur le mois, c'est le groupe Amundi Lyxor. Si on agrège la collecte des deux acteurs, à eux deux, ils collectent plus de 4 milliards d'euros sur le mois. Ça les hisse en deuxième position. Ça confirme leur position de leader européen sur la gestion indicielle. Et à noter que dans cette collecte, Lyxor représente 60% de la collecte du combo, je dirais. Donc ça semble être un très bon deal pour une très belle opération. Oui. Effectivement, vu la dynamique de collecte chez Lyxor, on comprend très bien pourquoi Amundi est allé s'offrir justement Lyxor, magnifique marque dans le domaine des ETF. Du côté des produits, Alexis, ça c'est toujours très très intéressant parce que vous suivez les tendances également en termes de lancement de nouveaux produits. Quels sont les sujets, quels sont les thèmes qui intéressent aujourd'hui les émetteurs d'ETF et donc, j'imagine, leurs clients? Alors, ce qu'on observe, je dirais depuis quelques mois déjà, c'est que je dirais la grande tendance dans les lancements de nouveaux produits, c'est que la bataille la bataille que s'étaient livrés les fournisseurs d'ETF sur les prix semble s'être estompée. En faveur d'une bataille sur les thématiques. Déjà parce que les ETF ont atteint des niveaux de gestion très très bas, donc on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Et maintenant, on voit que les nouveaux acteurs qui arrivent en Europe vont plus se démarquer sur l'innovation, sur les nouvelles thématiques, plus que sur leurs frais de gestion les plus bas possibles. Et ça, c'est intéressant, ça, Alexis. Il y a peut-être un virage ou un point bas qui a été touché, d'ailleurs, peut-être en termes de course au prix, de course aux frais de gestion les plus bas. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'on observe depuis plusieurs mois. On ne voit plus je dirais ce phénomène où tous les mois il y avait un nouvel fournisseur qui lançait une gamme de TF avec des prix encore moins élevés. Là, c'est vraiment tous les derniers lancements se font plus sur des nouvelles thématiques avec les thématiques qui sont très 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 à la mode. C'est les méga trends du futur, tels que le cloud, la cybersécurité, la robotique, la blockchain. Ça, ce sont des thématiques qu'on retrouve beaucoup dans les nouveaux lancements. On a par exemple GlobalX, qui est une société de gestion américaine qui est peu connue en Europe, mais qui est une boutique américaine qui gère 40 milliards de dollars et qui est très active sur la thématique en Europe, qui a lancé une gamme une gamme de thématiques sur l'économie chinoise du futur. Par exemple, sur la biotech chinoise, sur les véhicules électriques et les batteries fabriquées en Chine, le cloud chinois, etc. Très intéressant, effectivement. Là, il y a l'intersection, le combo entre le monde émergent, la Chine, effectivement, et toutes les thématiques du futur qu'on peut retrouver version chinoise, entre guillemets. Comment est-ce que vous êtes positionné chez Yomoni aujourd'hui, Alexis, là, pour le compte de vos clients en ce début d'année, après un mois de janvier qui a été assez nerveux, on va dire?
Ça, c'est moins qu'on puisse dire. Nous, on avait déjà réduit la voilure en fin d'année dernière, parce que le principal risque qu'on avait identifié pour cette année était le risque inflationniste, d'une surchauffe inflationniste qui pourrait durer plus longtemps que ce qu'on avait anticipé. Donc on avait pris des mesures pour se couvrir contre ce risque en réduisant notre exposition aux actions, en augmentant notre exposition aux valeurs financières et aux valeurs qui ont un fort pricing power, en réduisant la duration de la poche obligataire. On voit bien que cette année va être l'année, je dis souvent l'année des banques centrales, qui ont un énorme challenge pour trouver le bon équilibre, pour lutter contre l'inflation sans casser le rythme de la reprise économique, et ça va être très compliqué, surtout que la situation n'est pas du tout la même en Europe qu'aux États-Unis. Et justement, si les situations sont différentes d'une zone à l'autre, là, est-ce que, alors dans l'idée qu'on réduit quand même, ou qu'on a réduit l'exposition au risque, est-ce qu'il y a des arbitrages à faire en fonction d'ailleurs du discours d'une banque centrale par rapport à une autre, Alexis ? Nous, on a réduit notre surexposition aux actions européennes. On pense que le revirement de la Banque centrale européenne qui nous a surpris comme tout le monde. On n'est pas certain, nous ne sommes pas certains que la reprise économique européenne, à court terme en tout cas, soit assez solide pour supporter un cycle de hausse des taux. D'autant plus qu'il y a quand même un risque géopolitique, ce qui est significatif sur la zone euro avec l'enlisement de la situation en Ukraine, qui pourrait avoir des impacts notamment sur les prix de l'énergie dans un contexte qui est déjà inflationniste et qui va encore plus compliquer la tâche de la Banque centrale européenne. Donc tout ça, malgré le fait que les actions européennes soient bien moins chères que les actions américaines, pour l'instant on a réduit notre surexposition aux actions européennes à court terme. Merci beaucoup Alexis. Merci pour votre participation chaque mois à Smart Bourse pour nous apporter les dernières tendances au sein de l'industrie des ETF grâce à cet observatoire ETF que vous avez lancé il y a plusieurs trimestres maintenant chez Yomoni. Alexis Nac qui est avec nous chaque deuxième vendredi du mois dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse à 17h45, le directeur de la gestion de Yomoni. Ainsi se termine cette émission. Très bon week-end à toutes et à tous. On se retrouve lundi à 12h30 en direct sur Bismart. L'émission évidemment est disponible en replay et en podcast d'ici là.